Je ne peux pas attendre que ce vieux meure. C'étaient les mots que j'ai dû entendre sortir de la bouche de mon fils le jour de mon anniversaire. 80 ans de vie, et c'est le jour de mes propres 80 ans que j'ai découvert ce que mon fils pensait vraiment de moi. Je m'appelle Robert, je vis ici à Paris depuis plus de 50 ans, et aujourd'hui, je vais vous raconter comment un homme de 80 ans a donné une leçon que mon fils de 45 ans n'oubliera jamais. C'était un jeudi de mars, le 22, mon anniversaire. Je me suis réveillé ce matin-là avec l'odeur du café que j'avais préparé moi-même, comme je le fais toujours, depuis que ma femme est décédée il y a 7 ans. L'appartement était silencieux, juste moi, et le bruit lointain des voitures sur le périphérique qui traverse notre quartier ici, dans le 15e arrondissement. Pierre, mon fils, dormait encore dans sa chambre. À 45 ans, divorcé depuis 2 ans, il était revenu à la maison après que sa femme ait découvert ses infidélités. Marina, mon ancienne belle-fille, une femme travailleuse, institutrice, qui a enduré bien plus qu'elle n'aurait dû. Quand elle a finalement eu le courage de le mettre dehors, Pierre est venu frapper à ma porte avec 2 valises et la tête d'un chien abandonné. « Papa, c'est juste le temps que je me remette sur pied », m'a-t-il dit ce jour-là. 2 ans plus tard, il se remettait toujours sur pied. Pierre ne travaillait pas, vivait des économies que j'avais accumulées en plus de 40 ans comme technicien maritime au port de Marseille, avant de venir m'installer à Paris pour ma retraite. Ma pension est bonne, Dieu merci, et j'ai toujours pensé qu'elle serait pour ma retraite, mais elle a fini par devenir le soutien d'un fils adulte qui ne voulait pas grandir. Chaque mois, c'était la même histoire. Les factures arrivaient, et c'était moi qui les payais. Électricité, eau, téléphone, courses, essence pour la voiture qu'il utilisait pour sortir. Et il y avait aussi la pension alimentaire de mon petit-fils, Mathieu, seulement 8 ans, que je paie religieusement chaque mois pour que Marina puisse s'en occuper correctement. Les conflits entre nous s'accumulaient depuis des mois. Chaque matin était une bataille. Pierre se réveillait vers midi, venait à la cuisine en caleçon, prenait n'importe quelle nourriture que j'avais achetée et s'asseyait là à faire défiler son téléphone comme s'il était chez lui. Quand je lui suggérais de chercher du travail, il levait les yeux au ciel et marmonnait quelque chose sur le marché du travail difficile. Quand je mentionnais qu'il devrait appeler Mathieu, il disait que Marina était difficile. Quand j'évoquais les factures, il promettait de trouver une solution, mais ne précisait jamais laquelle. « Pierre, la facture EDF est arrivée aujourd'hui », je disais, tenant l'enveloppe. « Ouais, je l'ai vue sur le comptoir », répondait-il sans lever les yeux de son téléphone. « Tu vas aider à la payer ?»« Papa, je t'ai dit que je traverse une période difficile. Laisse-moi souffler. »« Tu traverses une période difficile depuis 2 ans, mon fils. Écoute, je n'ai pas demandé à divorcer. Je n'ai pas demandé à ce que Marina soit si déraisonnable sur tout. Je fais de mon mieux ici. » Mais son mieux semblait être dormir jusqu'à midi, jouer aux jeux vidéo jusqu'à 3 heures du matin et laisser de la vaisselle sale partout. Son mieux était d'amener différentes femmes chez moi à toute heure. Des femmes qui me regardaient comme si j'étais un inconvénient dans mon propre appartement. Son mieux était d'utiliser ma voiture pour sortir avec ses amis pendant que je restais seul à la maison, me demandant où j'avais échoué comme père. Le pire n'était pas seulement l'argent ou le désordre. C'était la façon dont il me parlait, comme si j'étais un vieil homme sénile qui ne comprenait pas comment fonctionnait le monde, comme si mes 80 ans d'expérience de vie ne signifiaient rien, comme si les sacrifices que j'avais faits pour l'élever étaient juste attendus, pas appréciés. Ce matin-là, le jour de mon anniversaire, pendant que je buvais mon café noir dans la cuisine, j'ai entendu Pierre bouger dans sa chambre. Bientôt il est apparu en short et t-shirt, cheveux ébouriffés, avec ce regard de quelqu'un qui vient de se réveiller. « Bonjour, papa. »« Bonjour, mon fils. Il y a du café frais. » Il s'est servi une tasse, a pris des biscuits que j'avais achetés la veille, et s'est assis à table avec moi. Pendant un moment, j'ai pensé qu'il allait me souhaiter bon anniversaire. Après tout, avoir 80 ans est une bénédiction que tout le monde ne reçoit pas.
Mais Pierre a juste continué à regarder son téléphone, vérifiant je ne sais quoi sur les réseaux sociaux. « Pierre, aujourd'hui, j'ai 80 ans. » J'ai dit juste pour voir s'il s'en souvenait. « Ah oui, papa, bon anniversaire », a-t-il répondu sans même lever les yeux de son téléphone. C'est là que cette tristesse familière m'a frappé. Vous savez quand vous réalisez que pour la personne qui devrait le plus se soucier de vous, vous n'êtes qu'un autre meuble dans la maison? La journée s'est écoulée lentement. Pierre est parti après le déjeuner, a dit qu'il allait voir des amis. Il n'a pas demandé si je voulais de la compagnie pour mon anniversaire. Il n'a pas suggéré qu'on sorte dîner. Rien. Je suis resté seul à la maison regarder la télévision, pensant à la vie. J'ai acheté un gâteau, 2 bougies avec les chiffres 8 et 0, et je l'ai laissé sur la table de la cuisine. Vers 18 heures, il est rentré. Il était accompagné de Charlie, un ami d'enfance qui avait toujours été un peu commère. Ils se sont installés dans le salon, ont ouvert 2 bières que j'avais dans le frigo et ont commencé à parler. Pierre est passé devant le gâteau et n'a même pas pris la peine de le commenter. J'étais dans la cuisine en train de préparer mon dîner quand j'ai entendu leur conversation. L'appartement est petit, à 2 portes de distance, et les voix portent facilement. « Alors, Pierre, comment ça se passe de vivre avec ton père ?» a demandé Charlie. « Mec, c'est compliqué, le vieux ne me lâche pas, tous les jours c'est la même chose. Pierre, va chercher du travail. Pierre, appelle Marina pour voir le petit. Pierre, tu as déjà 45 ans. C'est pénible. Mais au moins tu ne payes pas de loyer, non? Ouais, c'est vrai, mais vivre avec une personne âgée c'est dur, mec. Ils deviennent pénibles, têtus, veulent commander même après qu'on soit adulte. » Puis est devenue la phrase qui a tout changé. « Franchement, Charlie, j'ai hâte que ce vieux crève. Quand il mourra, l'appartement sera à moi. Je le vendrai, j'aurai un bon paquet, et je pourrai recommencer loin d'ici. » Charlie a eu un rire gêné. « Pierre, mec, ne parle pas comme ça. C'est ton père. »« C'est mon père, mais c'est un fardeau. Les vieux sont comme ça. À un moment, ils deviennent un fardeau et j'en ai marre de le porter. » J'ai senti mon cœur faire un grand bond dans ma poitrine. Je suis resté là dans la cuisine, tenant une casserole dans ma main, incapable de croire ce que j'avais entendu. J'ai hâte que ce vieux crève. Les mots résonnaient dans ma tête comme un écho qui ne s'arrête pas. Mon propre fils, le jour de mon anniversaire, souhaitant ma mort pour avoir mon héritage. J'ai respiré profondément, j'ai rangé la casserole dans le placard et j'ai continué à préparer mon dîner comme si rien ne s'était passé. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé. Et quand quelque chose se brise à l'intérieur d'un homme de 80 ans, soit on abandonne, soit on se bat. J'ai choisi de me battre. Pierre et Charlie ont continué à parler dans le salon, parlant de football, de femmes, de projets qui ne se concrétisaient jamais. J'ai dîné seul dans la cuisine, mâchant lentement, pensant à chaque mot que j'avais entendu. Quand j'ai fini de manger, j'ai fait la vaisselle, j'ai tout séché, j'ai tout rangé. Pierre n'est même pas venu demander si je voulais de la compagnie, si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose. Le jour de mes 80 ans, j'étais invisible dans mon propre appartement. Et le gâteau? Je l'ai coupé et je l'ai mangé seul. Malheureusement, j'ai célébré mes 80 ans seul. Chaque bouchée avait un goût amer, le goût de la solitude et de la déception. J'ai soufflé les bougies sans faire de vœux. À ce moment-là, il ne me restait plus rien à souhaiter. Vers 22 heures, Charlie est parti. Pierre m'a dit bonne nuit de loin et s'est enfermé dans sa chambre. Je suis resté seul dans le salon, regardant un vieux film à la télévision, mais mon esprit était ailleurs. J'ai hâte que ce vieux crève. La phrase martelait dans ma poitrine comme une cloche désaccordée. C'est là que j'ai pris une décision qui allait tout changer. Mes amis, si vous appréciez mon histoire, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy et dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou région vous regardez. Cette nuit-là, après avoir entendu ces mots, je n'ai pas pu dormir correctement. Je me suis tourné et retourné dans le lit jusqu'à environ 3 heures du matin, réfléchissant, planifiant. Quand on atteint 80 ans, on apprend que certaines décisions ne peuvent pas être prises dans la colère.
Elles ont besoin d'être réfléchies, mâchées, comme un café fort qu'on boit lentement. Je me suis levé tôt le vendredi, avant que Pierre ne se réveille. J'ai fait mon café, me suis assis sur le petit balcon de notre appartement, regardant le mouvement de la rue. Paris se réveillait lentement, avec le bruit des voitures et l'odeur de croissants venant de la boulangerie, même si nous vivions loin du centre. C'est là que je me suis souvenu de M. Joaquin. Joaquin était mon ami depuis plus de 30 ans. Je l'ai rencontré quand nous travaillions ensemble au port de Marseille. Veuf depuis 5 ans, il vivait seul dans un appartement de 2 chambres à Montparnasse, près du parc. Chaque fois qu'on se croisait au Monoprix ou au parc, il se plaignait de la solitude. Il disait que l'appartement était trop grand pour lui, que parfois il passait des jours sans parler à personne. C'était celui dont j'avais besoin. J'ai attendu que Pierre parte. Il partait toujours vers 10 heures, sans dire où il allait, et j'ai appelé Joaquin. La conversation a été directe. J'ai expliqué que j'avais besoin de rester chez lui quelques jours, que je paierais ma part des charges, aiderais avec ce qui était nécessaire. Joaquin, qui est un homme bien, a accepté immédiatement, mais a demandé si quelque chose s'était passé. Je lui ai tout raconté. Chaque mot que Pierre avait dit, le manque de respect, les 2 années à vivre à mes frais, l'anniversaire oublié. Joaquin a écouté en silence, faisant ces bruits de quelqu'un qui comprend la douleur d'autrui. Quand j'en suis arrivé à la partie qui m'avait vraiment blessé, sa voix est devenue sérieuse. Quand j'ai fini de lui raconter cette conversation que j'avais surprise, Joaquin a soupiré profondément et a dit « Mon ami, c'est très lourd. » J'ai répondu que ce n'était pas lourd, c'était injuste, et on n'accepte pas l'injustice en silence. Je lui ai expliqué tout mon plan, quitter la maison, vivre avec lui pendant un moment et surtout, vendre l'appartement. Joaquin a été surpris. « Tu es sûr de ça, Robert ?» J'ai dit que j'y pensais depuis ces 2 années que Pierre vivait chez moi gratuitement. C'est là que j'ai expliqué quelque chose d'important à Joaquin. Mais il y a une chose que je veux rendre très claire. La pension alimentaire de mon petit-fils, Mathieu, je continuerai à la payer. Pierre n'a pas payé 1 centime pour son propre fils depuis plus d'1 an. Donc c'est moi qui subviens aux besoins du garçon. Et ça continuera comme ça, parce que Mathieu n'a rien à voir avec cette situation. Il n'est pas responsable d'avoir ce père. Joaquin a essayé de me convaincre de parler d'abord à Pierre, de donner au garçon une chance de s'expliquer. Mais j'avais déjà décidé. Il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer. Souhaiter que son propre père quitte ce monde pour avoir un héritage n'a pas d'explication qui vaille quoi que ce soit. Nous nous sommes mis d'accord que samedi, j'irai là-bas pour mieux connaître l'endroit, voir comment la cohabitation se passerait, organiser les détails. Joaquin a dit que ce serait bien d'avoir de la compagnie, que les journées étaient aussi trop lourdes pour lui. Le samedi, j'ai pris le métro jusqu'à Montparnasse. Le trajet m'a donné le temps d'organiser mes pensées. Joaquin vivait dans un immeuble simple, mais bien entretenu, avec un gardien qui connaissait tout le monde par son nom. Quand je suis arrivé, il avait déjà préparé un de ces cafés qui réchauffent le cœur. Son appartement était organisé comme il l'avait toujours été. Meubles anciens, mais propres. Quelques photos de sa défunte épouse sur les étagères, l'odeur de propreté et de bon café dans l'air. Il m'a montré la chambre que je pourrais utiliser, petite mais confortable, avec une fenêtre donnant sur la rue. Nous avons passé l'après-midi à parler, planifiant ce que serait notre routine. Joaquin a dit que ce serait bien de partager les responsabilités de l'appartement, qu'il se sentirait plus utile comme ça. Nous nous sommes mis d'accord qu'il ferait le petit déjeuner, je préparerais le déjeuner et on alternerait pour le dîner. Je suis rentré chez moi en fin d'après-midi, encore plus décidé. Pierre était dans le salon regardant la télévision, avec une bière à la main. Il m'a salué, a demandé où j'étais allé. J'ai répondu que j'avais rendu visite à Joaquin. Il n'a même pas montré d'intérêt à savoir comment allait notre ami. Pendant le dîner, nous étions silencieux. Pierre était sur son téléphone. J'ai mangé lentement, l'observant, pensant à comment mon fils était devenu un étranger pour moi. Comment ce garçon à qui j'avais appris à faire du vélo était devenu cet homme qui souhaitait mon départ.
Le dimanche, après être rentré de la messe, je me suis assis avec Pierre dans le salon. J'ai dit que j'avais besoin de lui parler, que lundi je partais de là, j'allais vivre avec Joachim pendant un moment. Pierre a posé son téléphone, m'a regardé surpris. « Pourquoi, papa? C'est quelque chose que j'ai fait ?» J'ai répondu que ce n'était pas une question de faire ou ne pas faire, que c'était une décision que j'avais prise. Il s'est énervé, a commencé à dire qu'il ne comprenait pas, que ça n'avait pas de sens que je parte comme ça. Je suis resté ferme. J'ai dit que j'avais 80 ans, mais que je pouvais encore prendre mes propres décisions. Mais Pierre n'a pas lâché. Il m'a suivi dans l'appartement pendant que je commençais à organiser mes affaires. « Papa, c'est fou! Tu ne peux pas juste quitter ton propre appartement à cause d'une crise de la cinquantaine ou je ne sais quoi. » Ce n'est pas une crise de la cinquantaine, Pierre. J'ai 80 ans. Exactement. Tu as 80 ans. Où vas-tu aller? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais vivre avec dignité, quelque chose que je n'ai pas eu dans cet appartement ces 2 dernières années. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'en ai marre d'être traité comme un invité dans mon propre appartement, marre d'être manqué de respect par mon propre fils. Je ne te manque pas de respect, papa. J'ai juste... Nous avons des opinions différentes sur les choses. Des opinions différentes. Pierre, tu ne travailles pas, tu ne contribues pas, tu ne t'occupes même pas de ton propre fils. Quelle opinion pourrais-tu avoir qui compte? Son visage est devenu rouge de colère. Tu sais quoi, papa? Peut-être que c'est mieux si tu pars vraiment. Peut-être qu'on a tous les deux besoin d'espace. Tu es toujours sur mon dos pour tout. Je ne peux même pas respirer dans cet appartement sans que tu critiques quelque chose. Bien, j'ai dit calmement, pliant mes chemises. Alors tu seras heureux d'avoir l'endroit pour toi tout seul. Cette nuit-là, j'ai fait ma valise définitivement. Pierre continuait à tourner dans l'appartement nerveusement, essayant de me convaincre de rester, mais j'avais déjà décidé. La conversation n'avait fait que confirmer ce que je savais déjà. Il me voyait comme le problème, pas lui-même. Le lundi, tôt le matin, j'ai appelé un taxi. Pierre dormait encore quand je suis parti. Même après lui avoir parlé, j'ai préféré partir en silence. Certains mots avaient déjà été dits de trop. La sensation d'être dans le taxi quittant mon propre appartement était étrange, triste, mais en même temps libératrice, comme si j'avais enlevé un poids de mes épaules. Joachim m'a reçu comme de la famille, sans poser trop de questions. Il avait déjà préparé un café délicieux et m'a aidé avec la valise. Les premiers jours ont été d'adaptation. Nous avons établi une bonne routine. Nous parlions du bon vieux temps, regardions la télévision, jouions aux dominos. C'était une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Pierre a appelé le 3e jour. Sa voix était différente, un peu inquiète. « Papa, rentre à la maison, on doit parler. » J'ai répondu qu'on n'avait pas besoin, que j'allais bien où j'étais. Il a insisté, dit qu'il ne comprenait pas ce qui s'était passé. J'ai dit qu'il avait 45 ans, qu'il était plus que temps d'apprendre à se débrouiller tout seul. Les appels sont devenus plus fréquents. D'abord tous les 2 jours, puis quotidiens. Le ton de Pierre a changé de confiant à inquiet, à désespéré. « Papa, la facture EDF est arrivée. Comment je suis censé la payer ?»« Débrouille-toi, Pierre. Tu es un homme adulte. Mais je n'ai pas l'argent en ce moment. Alors trouve un travail. »« C'est pas si simple, papa. Tu sais que l'économie est difficile. » »« L'économie est difficile depuis 2 ans, Pierre. »« Quand est-ce qu'elle va s'améliorer ?» Il raccrochait frustré, pour rappeler quelques heures plus tard avec une autre crise. Le chauffe-eau s'est cassé. Il ne savait pas qui appeler. L'avis d'impôts fonciers est arrivé. Il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Chaque appel était une autre révélation de à quel point il était devenu dépendant de moi pour tout. Le vendredi de la première semaine, j'ai appelé une agence immobilière. La dame qui a répondu était très serviable. Elle a dit que les appartements dans notre quartier étaient appréciés, que je n'aurais probablement pas de difficulté à vendre. J'ai programmé une visite pour samedi. Je n'ai rien dit à Pierre de la visite. Je voulais qu'il découvre tout seul ce qui se passait. Le samedi après-midi, Pierre m'a appelé désespéré. « Papa,
Des gens sont venus à l'appartement demander pour acheter l'appartement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai répondu calmement que je vendais l'appartement. Le silence à l'autre bout du fil a duré quelques longues secondes. « Tu ne peux pas me faire ça !» a-t-il crié. J'ai répondu que je pouvais, que l'appartement était à moi. Il a demandé où il allait vivre, et j'ai dit que c'était son problème, qu'il était un adulte, pouvait retourner chez son ex-femme, pouvait louer un endroit, pouvait trouver un travail. C'est là que Pierre a commencé à supplier. « Pour l'amour de Dieu, papa, ne me fais pas ça. » Alors j'ai dit la vérité qui était gardée dans ma poitrine. « Pierre, tu as dit toi-même que tu avais hâte que ce vieux crève. Je ne fais qu'exaucer ta demande. » Le silence maintenant était différent. C'était le silence de quelqu'un pris la main dans le sac. « Papa, de quoi tu parles ? » « Je parle de la conversation que tu as eue avec Charlie jeudi dernier, le jour de mon anniversaire. J'ai tout entendu, Pierre, chaque mot. » Quand il a essayé de s'expliquer, j'ai continué. « Mais je veux rendre une chose très claire. Ton ex-femme et la pension alimentaire de mon petit-fils, je continuerai à la payer. Cette situation n'a rien à voir avec eux. Mathieu n'est pas responsable d'avoir toi comme père, et il ne paiera pas pour ce que tu as fait. » Et j'ai raccroché le téléphone. Mettez un like à cette vidéo. Si vous êtes curieux de savoir comment cette histoire se termine, abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy et dites-moi de quelle ville ou région vous suivez cette histoire, mon ami. Dans les jours qui ont suivi, après avoir raccroché au nez de Pierre, un calme étrange s'est emparé de moi. C'était comme si, après 80 ans, à porter du poids sur le dos, j'avais enfin tout laissé tomber par terre. Joaquin a remarqué le changement. Il a dit que mon expression était différente, plus légère, et c'était vrai. Pour la première fois en 2 ans, je me réveillais sans cette oppression dans la poitrine, sans me demander quel manque de respect j'allais entendre ce jour-là. La routine avec Joaquin s'est ajustée naturellement. Il se levait à 6 heures, moi à 6h30. Nous prenions le café ensemble, parlions des nouvelles, du bon vieux temps. Il me racontait des histoires de sa défunte épouse. Je parlais de ma Marie qui est décédée il y a 7 ans. Nous partagions la nostalgie comme quelqu'un partage du pain chaud. Parfois, quand le vent frappait la fenêtre de son appartement, ça me rappelait le bruit qu'il faisait dans mon appartement. Mais ce n'était pas un souvenir douloureux, c'était juste un souvenir, comme quelqu'un qui se souvient d'une vieille chanson. Pierre continuait à appeler, mais maintenant son ton était différent. La panique s'était installée. « Papa, tu ne peux pas vendre l'appartement, je n'ai nulle part où aller. Tu aurais dû y penser avant. S'il te plaît, parlons de ça comme des adultes. » Les adultes paient leurs propres factures, Pierre. Les adultes s'occupent de leurs enfants. Les adultes ne vivent pas au crochet de leurs parents à 45 ans. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais me mettre dehors n'est pas la solution. Je ne te mets pas dehors, je vends mon appartement. Il y a une différence. Le désespoir dans sa voix grandissait à chaque appel. Il a essayé différentes approches, la colère, la culpabilité, l'apitoiement, les promesses. Rien n'a marché. J'avais pris ma décision. Le lundi suivant, l'agent immobilier m'a appelé, a dit qu'il avait 3 parties intéressées par l'appartement, que 2 d'entre elles voulaient faire une offre. Une des offres était très bonne, presque le montant complet que je demandais. J'ai programmé les visites finales pour mercredi. Je n'ai rien dit à Pierre. Le mardi, il s'est présenté chez Joaquin. Quand la sonnette a retenti et le gardien a annoncé que c'était Pierre, j'ai senti mon cœur s'accélérer un peu. Pas de peur, mais d'expectative. Joaquin m'a regardé et a demandé s'il voulait que je reste dans le salon. J'ai répondu qu'il n'en avait pas besoin, que cette conversation devait avoir lieu de toute façon. Pierre est monté et quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu qu'il n'allait pas bien. Yeux rouges, pas rasés, vêtements froissés, il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. « Papa, j'ai besoin de te parler. » Je l'ai laissé entrer. Joaquin est discrètement allé à la cuisine préparer du café. Pierre s'est assis sur le canapé un peu perdu, regardant autour, comme s'il n'arrivait pas à croire que je vivais vraiment là. « Papa, je suis désolé. J'ai dit des choses stupides. » Je suis resté silencieux,
attendant qu'il continue. Ce que tu as entendu, j'étais nerveux, en colère de toute la situation, c'était pas pour de vrai. J'ai répondu que les mots ne reviennent pas, Pierre, qu'une fois dit, ils restent dans l'air, blessent, créent des blessures qui parfois ne guérissent pas. Il a baissé la tête. Je sais que j'ai mal fait, mais tu ne peux pas vendre l'appartement, tu ne peux pas me laisser dans la rue comme ça. C'est là qu'a commencé la vraie confrontation. Toutes les années de ressentiment accumulées, toute la déception, toute la douleur sont sorties d'un coup. Pierre, as-tu une idée de ce qu'ont été ces 2 dernières années pour moi? J'ai commencé, ma voix tremblant d'émotion. Sais-tu ce que c'est de regarder ton propre fils, l'enfant que tu as élevé avec tant d'amour, devenir quelqu'un que tu ne reconnais pas? Papa, Non, laisse-moi finir. Tu veux parler? Alors écoute. Pendant 2 ans, j'ai regardé dormir jusqu'à midi, pendant que je me lève à 6 heures pour faire le café et nettoyer l'appartement. Pendant 2 ans, j'ai payé chaque facture pendant que tu te plaignais de la dureté de la vie. Pendant 2 ans, j'ai soutenu mon petit-fils, parce que son propre père ne peut pas se donner la peine de prendre ses responsabilités. Pierre a essayé d'interrompre encore, mais j'ai levé la main. Tu crois que je ne sais pas pour les femmes que tu amènes chez moi? Tu crois que je ne les entends pas rire du vieux qui vit là? Tu crois que je ne vois pas la façon dont tu lèves les yeux au ciel quand je te demande d'aider pour quoi que ce soit? Papa, s'il te plaît, tu veux savoir ce qui m'a vraiment brisé le cœur, Pierre? Ce n'était pas seulement d'entendre dire que tu avais hâte que je meure. C'était de réaliser qu'à un moment donné, j'ai échoué en tant que père. J'ai élevé un fils qui voit son père comme un obstacle au lieu d'une bénédiction. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous. Le visage de Pierre était devenu pâle, et je pouvais voir des larmes se former dans ses yeux. Mais le pire, j'ai continué, c'est que tu ne le vois même pas. Tu penses que tu es la victime ici. Tu penses que la vie a été injuste avec toi. Mais laisse-moi te dire quelque chose sur l'injustice, mon fils. L'injustice, c'est travailler 40 ans pour économiser de l'argent pour la retraite et devoir tout dépenser pour un homme adulte qui ne veut pas travailler. L'injustice, c'est avoir 80 ans et devoir encore être le parent dans cette relation. Papa, je n'ai jamais demandé que tu... Tu n'as jamais demandé? Pierre, comment tu appelles vivre dans mon appartement sans payer de loyer? Comment tu appelles manger ma nourriture, utiliser mon électricité, conduire ma voiture? Comment tu appelles ça? Pierre pleurait maintenant, mais je n'avais pas fini. Tu sais ce que j'ai appris en 80 ans, mon fils? J'ai appris que le respect ne se donne pas, il se mérite. Et l'amour ne suffit pas s'il est à sens unique. Pendant 2 ans, je t'ai donné les deux, et qu'est-ce que j'ai reçu en retour? Du manque de respect, de l'ingratitude, et un souhait de ma mort. Papa, je ne voulais pas dire. Tu pensais chaque mot, Pierre. Les gens disent ce qu'ils pensent vraiment quand ils croient que personne n'écoute. Et ce que tu penses vraiment, c'est que je suis un fardeau. Eh bien, j'enlève ce fardeau de ta vie. C'est là que j'ai dit quelque chose à quoi je pensais depuis des jours. Pierre, tu as 45 ans. Quand j'avais ton âge, j'avais déjà travaillé pendant plus de 20 ans. Je subvenais aux besoins de toi et de ta mère, payais toutes les factures de l'appartement. Tu trouves normal qu'un homme de ton âge vive au crochet de son père? Il a essayé de s'expliquer, a dit qu'il traversait des difficultés, que les emplois ne marchaient pas, que son ex-femme exigeait trop, mais j'ai continué. Et autre chose, Pierre, depuis plus d'1 an, tu n'as pas payé un centime de pension alimentaire pour ton propre fils. Celui qui subvient aux besoins de Mathieu, c'est moi, un homme de 80 ans qui soutient son petit-fils parce que le père n'a aucune responsabilité. Sa voix a tremblé quand il a répondu « Papa, je vais trouver un moyen de résoudre ça. » Quand, Pierre? Tu dis ça depuis 2 ans. 2 ans que j'attends que tu trouves un moyen. Pendant ce temps, c'est moi qui paie loyer, électricité, eau, nourriture, médicaments, école, tout pour Mathieu. Papa, je sais que j'ai fait des erreurs, mais m'abandonner n'est pas la réponse. M'abandonner? Je me suis levé, ma voix montant. Pierre, j'ai passé 43 ans à t'élever.
J'ai travaillé en double équipe pour que tu puisses aller à l'université. J'ai sacrifié mes propres rêves pour que tu aies des opportunités que je n'ai jamais eues. Si quelqu'un a été abandonné ici, c'est moi. Tu as abandonné tes responsabilités, ton fils, ton intégrité. Et oui, tu m'as abandonné aussi. Joaquin est apparu avec 3 tasses de café. Pierre l'a remercié, mais n'a même pas touché la tasse. Il continuait à remuer la cuillère dans le sucre, nerveux. « Papa, si tu vends l'appartement, qu'est-ce qui va m'arriver ?» J'ai répondu que c'était son problème, qu'il pouvait chercher un vrai travail, louer un endroit pour vivre, ou même retourner chez son ex-femme, si elle le voulait. « Marina ne veut plus de moi, papa, et les emplois sont difficiles à trouver. Difficiles pour ceux qui ne cherchent pas correctement. Pierre, as-tu essayé de travailler dans un supermarché, dans un magasin, comme gardien, où tu ne veux que des emplois de bureau en costume-cravate ?» Il est devenu rouge. « Papa, j'ai fait des études, je ne vais pas travailler n'importe où. » C'est là que j'ai perdu patience. Le travail honnête ne déshonore personne, Pierre. J'ai travaillé toute ma vie au port, portant des sacs, suant sous le soleil, pour que tu puisses étudier. Et maintenant tu viens me dire que tu ne travailleras pas n'importe où? C'est différent, papa. Tu n'avais pas les études que j'ai. Les études, j'ai ri amèrement. À quoi servent les études si elles n'enseignent pas la responsabilité? À quoi sert un diplôme si tu l'utilises comme excuse pour ne pas travailler? Je n'ai peut-être pas été à l'université, Pierre, mais j'ai appris quelque chose que tu n'as apparemment jamais appris. Un homme s'occupe de sa famille, peu importe ce que ça coûte. Le silence qui est resté dans la pièce était lourd. Joaquin s'est éclairci la gorge et a dit qu'il allait à la boulangerie acheter du pain. Il est parti pour nous laisser seuls. Pierre s'est mis à pleurer. Ce n'étaient pas les pleurs d'un enfant, c'étaient les pleurs d'un homme désespéré. « Papa, je ne sais pas quoi faire, je suis perdu. » Pour la première fois dans cette conversation, j'ai ressenti une pointe de pitié pour lui, mais alors je me suis souvenu des mots qu'il avait prononcés, du manque de respect, des 2 années à vivre à mes frais, sans montrer de gratitude. « Pierre, tu es perdu parce que tu n'as jamais appris à te débrouiller tout seul. Depuis que tu t'es séparé de Marina, tu es venu chez moi et tu t'es installé. Tu pensais que tu pouvais vivre en parasite pour toujours. Mais papa, tu es mon père, tu ne devrais pas m'aider. Aider, oui. Entretenir un fainéant? Non. Le mot est sorti plus durement que je ne le voulais, mais il est sorti. Pierre a arrêté de pleurer et m'a regardé surpris. Je suis désolé, Pierre. Je ne voulais pas parler comme ça, mais 2 ans à te regarder ne rien faire, ne courir après rien, ne pas prendre la responsabilité même de ton propre fils, ça fatigue. Papa, je vais changer, je te promets. Donne-moi juste une autre chance. Combien de chances, Pierre? Combien de fois as-tu promis de changer? Combien de fois as-tu dit que tu allais trouver un travail, que tu allais être responsable, que tu allais grandir? J'ai 80 ans. Je n'ai plus beaucoup d'années devant moi et je ne vais pas les passer à attendre que tu deviennes l'homme que tu devrais déjà être. » Il est resté silencieux longtemps. Quand il a parlé, sa voix était différente. « Papa, et si je trouve un travail cette semaine? Si je commence à payer ma part des factures, tu arrêteras la vente de l'appartement ?» Je l'ai regardé et j'ai vu que peut-être pour la première fois, il était sérieux. « Quel travail, Pierre? » J'ai une ouverture comme vendeur dans un magasin de bricolage. Le salaire n'est pas très bon, mais c'est un début. J'y allais demain. Alors vas-y. Mais papa, et si je l'obtiens? Tu considéreras ne pas vendre l'appartement? J'ai réfléchi un peu avant de répondre. Pierre, le problème n'est pas seulement l'argent, c'est le respect. Tu m'as manqué de respect d'une façon qui fait mal au fond. Tu as souhaité que je meure pour pouvoir avoir l'héritage. Papa, je jure que ce n'est pas ce que je voulais dire. J'étais nerveux, j'ai dit des choses stupides. Peut-être, Pierre, mais certaines choses, une fois dites, changent tout entre les gens. La confiance, une fois brisée, ne se répare pas facilement. L'amour, une fois questionné, laisse des cicatrices. Tu n'as pas seulement blessé mes sentiments cette nuit-là. Tu m'as montré qui tu es vraiment quand tu penses que personne ne regarde.
Alors il n'y a rien que je puisse faire? Tu vas juste abandonner? J'ai regardé mon fils, vraiment regardé, et j'ai vu non pas l'homme à succès que j'avais espéré qu'il deviendrait, mais une personne brisée qui avait perdu son chemin. Et malgré tout, malgré toute la douleur et la déception, c'était encore mon fils. Pierre, je n'abandonne pas. J'arrête de t'aider à rester dépendant. Il y a une différence. Si tu veux vraiment changer, si tu veux vraiment regagner mon respect et ma confiance, tu vas devoir le prouver. Pas avec des mots, tu as dit beaucoup de mots, avec des actions. Joaquin est revenu de la boulangerie et a apporté du pain chaud. La bonne odeur a un peu soulagé l'atmosphère lourde de la conversation. Pierre est resté encore 1 heure à essayer de me convaincre. Il a promis qu'il changerait, qu'il chercherait un vrai travail, qu'il commencerait à payer la pension de Mathieu. Des promesses que j'avais entendues d'autres fois. Quand il est parti, Joaquin s'est assis à côté de moi sur le canapé. « Alors, Robert, tu vas lui donner une chance ?» J'ai répondu que je ne savais pas, qu'une partie de moi voulait croire qu'il changerait, mais qu'une autre partie était fatiguée des promesses vides. « C'est ton fils, Robert. Les gens font des erreurs, apprennent, changent. » Oui, Joaquin, mais il y a des erreurs qui marquent trop profondément. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir correctement. Je continuais à penser à la conversation, aux larmes de Pierre, à ses promesses. Était-il sérieux cette fois? Le mercredi, le premier intéressé est allé voir l'appartement. Pierre était là quand l'homme est arrivé. J'ai vu qu'il s'est énervé mais n'a rien dit. Il a juste observé de loin. L'acheteur a vraiment aimé l'appartement, a trouvé le prix correct. Il a dit que s'il se décidait, il appellerait le jour même. Quand l'homme est parti, Pierre est venu me parler. « Papa, je suis allé au magasin aujourd'hui. J'ai eu le travail. Je commence lundi. » Je l'ai regardé, cherchant des signes de mensonge. Il semblait dire la vérité. « Combien tu vas gagner ?»« 2 SMIC. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour commencer à m'organiser, suffisant pour payer une partie des factures de l'appartement et commencer la pension de Mathieu. » J'ai été surpris. Pour la première fois en 2 ans, Pierre parlait de vrai travail, de responsabilité. « Alors, papa, tu me donnes une chance ?» J'ai regardé l'appartement qui était le mien depuis plus de 40 ans. Les murs qui avaient vu mes enfants grandir, les coins où Marie avait laissé tant d'amour. C'était difficile de penser à vendre, mais en même temps, je regardais Pierre et je voyais, peut-être pour la première fois, un homme voulant prendre ses responsabilités. « Pierre, je vais faire un marché avec toi. Je vais arrêter la vente de l'appartement pendant 2 mois. Si pendant ce temps tu me montres que tu as vraiment changé, que tu travailles correctement, paye tes factures et la pension de Mathieu, on parlera de toi continuant à vivre ici. » Ses yeux se sont illuminés. « Sérieusement, papa? Mais si tu me déçois encore, si tu reviens avec les mêmes excuses, je vends l'appartement et c'est définitif. Et alors il n'y a pas de conversation qui changera ma décision. » Il m'a serré fort dans ses bras, comme il ne l'avait pas fait depuis des années. J'ai senti que peut-être, juste peut-être, cette frayeur avait servi à quelque chose. « Papa, merci, tu ne le regretteras pas. » Je suis retourné chez Joaquin cet après-midi-là, me demandant si j'avais fait la bonne chose. Joaquin a dit que j'avais donné une leçon à Pierre qu'il n'oublierait jamais. « Parfois, on doit partir pour que la famille apprécie ce qu'elle avait, » a-t-il dit. 2 semaines plus tard, Pierre m'a appelé pour dire qu'il avait reçu son premier salaire, qu'il avait déjà payé une facture EDF et viré de l'argent pour la pension de Mathieu. 1 mois plus tard, il organisait déjà l'appartement, achetait de la nourriture, prenait des responsabilités qui avant étaient toutes miennes. J'ai commencé à visiter l'appartement les week-ends. Pierre me recevait différemment, avec plus de respect, plus d'affection. Il tenait à montrer comment il s'occupait de tout, comment il faisait des efforts. À la fin des 2 mois, je suis rentré chez moi définitivement, mais pas comme avant. Maintenant, Pierre partageait les responsabilités avec moi, payait ses factures, s'occupait de ce qui était à lui. La relation entre nous a changé. Il avait appris à m'apprécier après avoir failli me perdre. Et moi, j'avais appris que parfois, on doit être dur avec ceux qu'on aime pour qu'ils grandissent. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière,
Je sais que ces 2 mois à vivre avec Joaquin étaient nécessaires. Pierre avait besoin de cette frayeur pour mûrir, et moi j'avais besoin de cette distance pour ne pas m'habituer à être père d'un homme adulte. Joaquin continue d'être mon grand ami. Parfois, je passe l'après-midi chez lui, on joue au domino, on parle de la vie. Il dit toujours que j'ai fait la bonne chose, qu'éduquer les enfants n'a pas d'âge pour finir. Pierre, aujourd'hui, travaille dans le même magasin, a déjà été promu, paie toutes ses factures à temps. La pension de Mathieu n'est plus jamais en retard. Et le plus important, il me traite avec le respect qu'un fils devrait avoir pour son père. Parfois, il me remercie de ne pas avoir abandonné. Il dit qu'il avait besoin de cette frayeur pour se réveiller à la vie. Et je réponds que la famille est comme ça. Elle fait mal quand il faut, pardonne quand elle doit, mais n'abandonne jamais vraiment. Parce qu'au bout du compte, être père, ce n'est pas seulement fournir logement et nourriture, c'est enseigner que la vie a des responsabilités, qu'un homme adulte se prend en charge et que le respect pour les parents n'est pas une faveur, c'est une obligation. Si cette histoire vous a touché, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy. Et dites-moi d'où vous écoutez cette histoire, quelle ville, quelle région. J'aime savoir que les familles françaises sont ici avec moi. Mes amis, aujourd'hui quand je m'assieds sur le balcon de notre appartement et que je le vois rentrer du travail, fatigué mais fier de ce qu'il fait, je sais que j'ai pris la bonne décision. Parfois, on doit quitter la maison pour que la famille apprenne la valeur de ce qu'elle avait à l'intérieur. À la prochaine fois. Mes amis, l'histoire que je viens de vous raconter s'est passée il y a 3 ans. Aujourd'hui, Pierre a 48 ans et notre relation a complètement changé. Il travaille maintenant comme chef de rayon dans la même enseigne de bricolage, gagne bien sa vie et surtout, il a retrouvé sa dignité d'homme. Il y a 6 mois, il m'a annoncé une nouvelle qui m'a rempli de joie. Il sort avec quelqu'un. Sophie, une infirmière de 42 ans, divorcée elle aussi, mère d'une petite fille de 10 ans, Emma, une femme travailleuse, indépendante, qui ne cherche pas un homme pour la faire vivre, mais un partenaire pour partager la vie. « Papa !» m'a-t-il dit un dimanche, pendant qu'on prenait le café sur le balcon, « Sophie n'est pas comme les autres. Elle paie ses propres factures, élève sa fille toute seule, travaille de nuit à l'hôpital Saint-Antoine. Elle ne me demande rien, et moi, je ne lui propose rien que je ne puisse tenir. » J'ai souri en l'entendant parler comme ça. C'était l'homme que j'avais toujours espéré qu'il devienne. Et Mathieu, comment il prend ça? Il l'adore. Sophie ne joue pas à la belle-mère. Elle respecte Marina, comprend que Mathieu a déjà une maman, ils sont amis, c'est tout, et Emma et Mathieu s'entendent bien quand ils se voient. Mathieu, mon petit-fils, a maintenant 11 ans. Grâce à la régularité de la pension que Pierre paie maintenant, Marina a pu l'inscrire dans une bonne école privée du 12e arrondissement. L'enfant vient passer un week-end sur 2 chez nous et je vois qu'il est fier de son père. Plus de disputes, plus de reproches, juste un père qui tient ses engagements. Marina et moi, nous nous parlons de temps en temps. Elle m'a remercié plusieurs fois d'avoir remis Pierre sur le droit chemin, comme elle dit. Elle s'est remise en couple avec un collègue enseignant, un homme bien qui traite Mathieu comme son propre fils. Tout le monde a trouvé sa place. Il y a 2 mois, Pierre m'a fait une proposition qui m'a surpris. « Papa, l'appartement d'à côté est en vente. C'est un 3 pièces, même étage, même vue. Sophie et moi, on pense le prendre ensemble. Vous allez vous marier? Pas tout de suite. On veut d'abord vivre ensemble, voir comment ça se passe avec les enfants, construire quelque chose de solide. Mais oui, l'idée c'est ça. Et financièrement? On a fait nos comptes. Avec mon salaire et le sien, plus sa prime de nuit, on peut s'en sortir. On a même économisé pour l'apport. 15 000 € chacun. 15 000 €. Mon fils, qui il y a 3 ans, ne savait même pas ce que c'était qu'un livret A, avait réussi à économiser 15 000 €. « Papa, a-t-il ajouté, je voulais te demander ton avis, pas ton aide financière. Je sais que tu m'aiderais si je demandais, mais je ne veux pas. Je veux que cette fois, ce soit vraiment à nous. »
Cette phrase m'a ému plus que je ne peux l'expliquer. Mon fils était vraiment devenu un homme. Ils ont acheté l'appartement le mois dernier. Joaquin et moi, on les a aidés pour le déménagement. Pierre portait les cartons, montait et descendait les escaliers, organisait, dirigeait. Sophie, en blouse d'infirmière car elle sortait de son service, lui donnait un coup de main quand elle pouvait. « Regardez-moi ça », m'a dit Joaquin en soufflant après avoir monté un frigo. « Ton fils est devenu chef de chantier. » C'était vrai. Pierre avait pris les choses en main, avec autorité, mais aussi avec gentillesse. Il remerciait tout le monde, offrait des boissons, s'assurait que personne ne se fatiguait trop. Le soir, quand tout était fini, ils nous ont invités à prendre l'apéritif, dans leur nouveau chez eux. L'appartement était encore en désordre, des cartons partout, mais on sentait déjà la chaleur d'un foyer qui se construit. « Papa », m'a dit Pierre en levant son verre de Côte-du-Rhône, « je veux te remercier. » « Me remercier ? De m'avoir appris qu'un homme, ça se lève quand ça tombe. Que la famille, ça se respecte. Que l'argent, ça se gagne. » Sophie a pris la parole aussi. « Monsieur Robert, Pierre m'a raconté toute l'histoire. Ce que vous avez fait, c'était courageux. Beaucoup de parents n'auraient pas eu cette force. » « C'était nécessaire, » j'ai répondu simplement. Aujourd'hui, je regarde par ma fenêtre et je vois parfois Pierre partir au travail le matin, en costume-cravate maintenant qu'il est chef de rayon. Sophie qui rentre de son service de nuit, fatiguée mais souriante. Les enfants qui jouent dans la cour de l'immeuble le mercredi après-midi. Une vraie famille qui se construit sur de bonnes bases. Joaquin vient encore dîner chez moi tous les vendredis. On regarde le journal de TF1 ensemble, on commente l'actualité, on joue aux cartes. Parfois, Pierre et Sophie se joignent à nous avec les enfants. Ces soirées-là sont mes préférées. « Tu sais, Robert, » m'a dit Joaquin vendredi dernier, « ton histoire devrait servir d'exemple à d'autres parents. » « Comment ça ? Il y a tellement de gens de notre âge qui se plaignent de leurs enfants adultes qui ne veulent pas grandir, qui vivent au crochet de leurs parents, qui n'assument aucune responsabilité. Ils devraient savoir qu'il n'est jamais trop tard pour remettre les pendules à l'heure. C'est vrai. Dans notre résidence, je connais plusieurs personnes dans la même situation que j'étais il y a 3 ans. Madame Durand, du 3e, dont le fils de 40 ans vit chez elle sans travailler. Monsieur Martin, du 1er, qui paie encore les factures de sa fille de 35 ans. Ils me demandent parfois conseil. Je leur raconte toujours la même chose. L'amour des parents, ça n'a pas de limite. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de règles. Il y a 15 jours, j'ai vécu un moment qui restera gravé dans ma mémoire. C'était l'anniversaire de Mathieu, ses 11 ans. Marina avait organisé une petite fête dans son appartement à Vincennes. Quand je suis arrivé, j'ai vu Pierre aider à installer les décorations. Sophie qui s'occupait des autres enfants invités, Emma et Mathieu qui jouaient ensemble comme frères et sœurs. Marina m'a pris à part dans la cuisine. « Robert, vous savez que je vous en veux encore un peu pour toutes ces années où Pierre ne payait pas la pension ?» J'ai baissé la tête. C'était vrai, j'avais couvert Pierre trop longtemps. « Mais, a-t-elle continué, ce que vous avez fait il y a 3 ans, ça a sauvé notre fils. Parce que Mathieu aussi, c'est votre fils dans un sens. Et maintenant, il a un père dont il peut être fier. » Pendant la fête, j'ai observé Pierre avec son fils. Il l'aidait à ouvrir ses cadeaux, l'écoutait raconter ses histoires d'école, lui expliquait comment marche la console de jeu qu'il lui avait offerte, achetée avec son propre argent, économisée pendant des mois. « Grand-père, » m'a dit Mathieu en venant s'asseoir à côté de moi, « papa m'a dit que tu lui avais appris à être responsable. » « Ah bon? Il t'a dit ça? » ?»« Oui, il m'a dit que parfois les papas doivent être sévères pour que leurs enfants grandissent bien. Comme ça, après, les enfants peuvent être fiers de leur papa. » De la bouche d'un enfant de 11 ans, cette sagesse m'a ému aux larmes. Ce soir-là, en rentrant chez moi en RER, j'ai repensé à tout le chemin parcouru. Il y a 3 ans, j'étais un père déçu, exploité, qui se sentait inutile dans sa propre maison. Aujourd'hui,
Je suis un grand-père respecté, un père fier, un homme qui a su prendre les bonnes décisions au bon moment. La semaine dernière, Pierre m'a annoncé que Sophie était enceinte. On n'avait pas prévu, papa, mais on est heureux. Sophie a 42 ans, moi 48. On n'est plus tout jeune, mais on a envie de cette aventure ensemble. Et financièrement, on a calculé, avec son congé maternité, puis son mi-temps après, plus mon salaire et mes primes, on s'en sort. Et Sophie veut reprendre le travail, elle adore son métier. Un autre petit enfant. À 83 ans, je vais être grand-père une nouvelle fois. Et cette fois, je sais que cet enfant grandira dans une famille stable, avec des parents responsables, des valeurs solides. Hier, dimanche, Pierre est venu prendre le café avec moi, comme tous les dimanches maintenant. On était sur le balcon, regardant les gens se promener dans la rue. « Papa, m'a-t-il dit soudain, je pense souvent à ce que j'ai dit ce soir-là, il y a 3 ans. Pierre, c'est du passé. Non, laisse-moi finir. Je pense à ces mots horribles et je me demande comment j'ai pu devenir cet homme-là, comment j'ai pu souhaiter la mort de mon propre père. Il s'est tu un moment, les yeux dans le vide. Tu sais ce qui me fait le plus mal ? C'est de penser que si tu étais vraiment mort à cette époque, j'aurais hérité de l'appartement, j'aurais vendu, j'aurais dilapidé l'argent avec des femmes comme Vanessa, et aujourd'hui je serais où ? Probablement à la rue, sans famille, sans respect, sans rien. Pierre, non, papa, écoute-moi, tu m'as sauvé la vie en partant cette nuit-là, tu m'as forcé à grandir, à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Sans ça, je n'aurais jamais rencontré Sophie, je n'aurais jamais été un vrai père pour Mathieu, je n'aurais jamais connu le bonheur de gagner ma vie par mon travail. Il s'est levé et m'a embrassé sur le front, comme je le faisais quand il était petit. Merci, papa, de m'avoir aimé assez fort pour me laisser tomber. Ce soir, en racontant cette histoire, j'ai 83 ans. Ma santé est bonne, mon fils est devenu un homme remarquable, ma famille s'agrandit dans l'harmonie. Je vis seul dans mon appartement, mais je ne suis jamais seul. Chaque jour, Pierre passe me voir avant d'aller au travail. Sophie monte parfois me porter un plat qu'elle a cuisiné. Les enfants viennent regarder les dessins animés chez grand-père le mercredi. Joaquin a maintenant 85 ans. Sa santé décline un peu, alors c'est souvent moi qui vais chez lui maintenant. On continue nos parties de domino, nos discussions sur l'actualité. Il me répète toujours « Robert, tu as bien fait. Un parent, ça doit savoir être dur quand il faut. » Mes amis qui suivaient les conseils de papy, si cette histoire vous a plu, si elle vous a fait réfléchir, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou région de France vous nous regardez. J'aime savoir que partout en France, des familles réfléchissent ensemble aux vraies valeurs. Parce que c'est ça, la vraie richesse d'une famille. Pas l'argent qu'on laisse en héritage, mais les valeurs qu'on transmet. Pas les biens qu'on accumule, mais le respect qu'on se porte mutuellement. Aujourd'hui, quand je regarde Pierre partir au travail le matin, fier et responsable, quand je vois Sophie s'occuper de sa famille avec amour et détermination, quand j'entends Mathieu parler de son papa avec admiration, je sais que j'ai pris la bonne décision. Parfois, mes amis, pour sauver quelqu'un qu'on aime, il faut avoir le courage de le laisser se perdre un peu, pour qu'il apprenne à retrouver son chemin tout seul. C'est ça, l'amour d'un parent. Savoir quand serrer dans ses bras et savoir quand lâcher prise. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore partagé avec vous et qui s'est passé il y a seulement 2 semaines. C'est un épisode qui montre vraiment à quel point Pierre a changé et qui m'a rempli de fierté. Un mardi matin, vers 8h30, on a sonné à ma porte. C'était un jeune homme d'une 30aine d'années, mal habillé, qui sentait l'alcool. Il demandait à voir Pierre. « Il n'habite plus ici », j'ai dit. « Il vit dans l'appartement d'à côté avec sa compagne. »« Ah bon ? Pourtant, il m'avait dit que je pouvais venir ici si j'avais besoin d'argent. » Je l'ai regardé de plus près. Il avait l'air louche, nerveux. « Qui êtes-vous » ? « Je suis David, un ami de Pierre. On se connaît depuis le café où on se retrouvait avant. Il m'avait dit que son père avait de l'argent et que... » Je n'ai pas eu besoin d'en entendre plus.
C'était un vestige de l'époque où Pierre traînait avec des parasites quand il dépensait mon argent sans compter. Écoutez, jeune homme, vous vous trompez d'adresse, et je vous conseille de ne plus revenir ici. Il est devenu agressif. Le vieux, je sais que t'as du fric. Pierre m'a dit que tu payais tout pour lui. Alors tu peux bien me dépanner. J'ai fermé la porte et j'ai appelé Pierre immédiatement. Papa, qu'est-ce qui se passe? Il y a un type qui s'appelle David devant l'immeuble. Il dit que tu lui as dit que je pourrais lui donner de l'argent. Il y a eu un silence, puis Pierre a dit d'une voix ferme, « David, ce parasite, papa, ne lui donne rien, j'arrive. » 5 minutes plus tard, Pierre sortait de l'ascenseur. Il était en costume de travail, prêt à partir au magasin, mais il avait pris le temps de venir. Il est descendu dans la rue et j'ai écouté de mon balcon leur conversation. « David, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Pierre, salut mec, j'avais besoin d'un petit dépannage. Tu m'avais dit que ton père... » « J'avais dit ça quand, David? Il y a 3 ans, quand j'étais un loser comme toi. Allez Pierre, aide-moi, juste 100 €. Tu sais quoi, David? Va travailler comme moi tous les matins à 7h30, je suis debout. Tous les soirs à 19h, je rentre chez moi fatigué mais fier. Toi, à 9h du matin, tu sens déjà l'alcool. Pierre, on était amis. On n'était pas amis, David. On était 2 losers qui se tenaient de compagnie au café. Moi, j'ai grandi. Toi, tu es resté le même. Pierre est remonté. Quand il est entré chez moi, j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu. De la détermination, de la fierté et surtout de la protection envers moi. Papa, excuse-moi pour ça. Ces gens-là font partie de mon passé. Un passé dont j'ai honte. Pierre, tu n'as pas à t'excuser. Tu as très bien géré. Non, papa, j'ai à m'excuser. Parce qu'il y a 3 ans, j'étais comme lui. J'étais celui qui profitait de toi, qui comptait sur ton argent, qui te manquait de respect. Il s'est assis à côté de moi sur le canapé. Tu sais ce que j'ai ressenti en voyant ce type demander de l'argent? J'ai eu honte, honte de ce que j'étais, honte de t'avoir fait subir ça pendant si longtemps. Mais tu as changé, mon fils. Oui, j'ai changé, et c'est grâce à toi, parce que tu as eu le courage de me dire non quand il fallait. Ce jour-là, Pierre est arrivé en retard au travail. Il a appelé son patron pour expliquer qu'il avait eu un problème familial à régler. Pas un mensonge, pas une excuse bidon comme avant. La vérité. Le week-end dernier, nous avons eu une grande nouvelle. Sophie a passé son échographie et tout va bien. C'est une petite fille qu'ils attendent. Ils vont l'appeler Marie, comme ma défunte épouse. « Papa, m'a dit Pierre quand il me l'a annoncé, on voudrait que tu sois son parrain. » Mais Pierre, je suis déjà grand-père et j'ai 83 ans. Justement, on veut que Marie grandisse en connaissant l'homme qui nous a appris ce que c'est que d'être une vraie famille. On veut qu'elle sache que son grand-père est celui qui a sauvé son papa. J'ai accepté, évidemment. À 83 ans, être parrain d'une petite fille qui portera le nom de ma bien-aimée épouse, c'est un cadeau de la vie que je n'espérais plus. Hier soir, Sophie est venue dîner chez moi. Pierre travaillait tard, il avait un inventaire au magasin. Elle m'a apporté une quiche lorraine qu'elle avait faite et on a mangé ensemble sur le balcon. « Monsieur Robert, m'a-t-elle dit, je voudrais vous dire quelque chose. Je vous écoute, ma petite Sophie. Quand j'ai rencontré Pierre, au début, j'ai eu peur. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il me parlait tout le temps de vous. Mon père a dit ça. Mon père pense que mon père m'a appris que... J'ai cru que c'était un homme qui n'avait jamais coupé le cordon. » Elle a souri. Puis j'ai compris, ce n'était pas de la dépendance, c'était du respect. Pierre vous respecte parce que vous avez mérité ce respect. Et un homme qui respecte son père, ça, c'est un homme qui saura respecter sa femme et ses enfants. Sophie, vous me touchez beaucoup. C'est la vérité. Mon ex-mari, le père d'Emma, il méprisait sa propre famille. Il disait que ses parents étaient des beaufs, que sa sœur était nulle. Un homme qui ne respecte pas d'où il vient, il ne peut pas construire quelque chose de solide. Elle a posé sa main sur son ventre qui commence à s'arrondir.
Cette petite fille que je porte, elle aura la chance d'avoir un arrière-grand-père qui lui apprendra les vraies valeurs, et un père qui les applique. Mes amis de les conseils de papy, en vous racontant cette histoire, je veux que vous compreniez une chose importante. Il n'est jamais trop tard pour redresser la situation dans une famille, jamais. Que vous ayez 60 ans, 70 ans, 80 ans comme moi, si vous avez des enfants adultes qui profitent de vous, qui vous manquent de respect, qui ne grandissent jamais, vous avez encore le pouvoir de changer les choses. Mais attention, il faut du courage. Le courage de dire non. Le courage de poser des limites. Le courage d'accepter que vos enfants vous en veuillent temporairement pour leur apprendre le respect. Ce n'est pas facile. Croyez-moi, les premières semaines après être parti de chez moi, j'ai douté 1000 fois. Je me disais, et s'il ne change jamais? Et s'il me déteste pour toujours? Et si j'ai cassé notre relation définitivement? Mais voyez-vous, mes amis, l'amour des parents, ce n'est pas de tout accepter. L'amour des parents, c'est d'exiger le meilleur de nos enfants, même quand c'est douloureux, même quand ça nous coûte. Il y a 3 semaines, j'ai croisé Madame Durand dans l'ascenseur. Vous vous souvenez, celle du 3e étage dont le fils de 40 ans vit chez elle sans travailler? Monsieur Robert, m'a-t-elle dit, j'ai suivi votre conseil. J'ai donné un ultimatum à Frédéric. Soit il trouve du travail dans le mois, soit il déménage. Et alors, il a trouvé un emploi de vigile dans un centre commercial. Ce n'est pas le travail de ses rêves, mais c'est un début. Et surtout, il me parle différemment maintenant. Voyez, ce n'est jamais trop tard. La semaine prochaine, Pierre et Sophie vont visiter des crèches pour inscrire la petite Marie. Ils ont fait leurs recherches, comparé les tarifs, calculé leur budget, tout comme des parents responsables doivent le faire. « Papa, m'a dit Pierre, tu te rends compte? Dans 6 mois, je vais être papa d'une nouvelle petite fille. À 48 ans, je recommence. Tu n'as pas peur? Si, j'ai peur. Mais c'est une bonne peur. La peur de bien faire, de ne pas reproduire mes erreurs, d'être à la hauteur. Pierre, tu seras un excellent père. Tu as appris de tes erreurs. J'espère que cette petite fille sera fière de moi, comme Mathieu l'est maintenant. Mathieu, justement, va passer ses vacances d'été chez nous. Marina nous l'emmène dans 3 semaines, et il restera tout le mois de juillet. Pierre a pris 2 semaines de congé pour s'occuper de lui, l'emmener visiter Paris, aller à la piscine, faire du vélo au bois de Vincennes. « Grand-père, m'a dit Mathieu au téléphone dimanche dernier, papa m'a dit qu'on irait voir la Tour Eiffel et qu'il me raconterait comment tu lui as appris à être responsable. »« Ah bon, il veut te raconter ça? » ?»« Oui. Il dit que c'est important que je comprenne que les grands-pères, ça sert à apprendre aux papas comment être de bons papas. De la sagesse d'enfant, encore une fois. Mes amis, en terminant cette longue histoire, je veux vous laisser avec une pensée. Dans la vie, on a souvent peur de blesser ceux qu'on aime en étant ferme avec eux. On se dit, si je suis trop dur, ils ne m'aimeront plus. Mais la vérité, c'est l'inverse. Si vous n'êtes jamais ferme, si vous acceptez tout, si vous ne posez jamais de limites, vous ne rendez service à personne, ni à vous, ni à eux. Pierre m'aime aujourd'hui plus qu'il ne m'a jamais aimé. Pas malgré ce que j'ai fait il y a 3 ans, mais à cause de ça. Parce qu'il a compris que j'avais agi par amour, pas par méchanceté. Joachim me l'a dit l'autre jour. « Robert, Pierre te respecte aujourd'hui parce que tu t'es respecté toi-même. » On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. C'est vrai. Pendant 2 ans, Pierre ne me respectait pas parce que je ne me respectais pas moi-même. J'acceptais l'inacceptable, j'excusais l'inexcusable, je donnais sans jamais rien recevoir en retour. Le jour où j'ai dit « stop », le jour où j'ai posé mes limites, j'ai retrouvé ma dignité. Et avec ma dignité, j'ai retrouvé le respect de mon fils. Alors, mes amis de les conseils de papy, si vous vivez une situation similaire, si vous avez des enfants adultes qui profitent de vous, n'ayez pas peur d'agir, n'ayez pas peur de dire non, n'ayez pas peur de poser des conditions. Vous n'êtes pas méchants. Vous êtes des parents qui aiment leurs enfants assez pour les aider à grandir, même tard dans leur vie. Et rappelez-vous, il vaut mieux un conflit temporaire qu'une exploitation permanente. Merci de m'avoir suivi dans cette longue histoire.
Si elle vous a plu, si elle vous a fait réfléchir, laissez un like et abonnez-vous à Les Conseils de Papy. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou région de France vous nous regardez. Vos messages me touchent toujours beaucoup. À bientôt pour de nouvelles histoires et de nouveaux conseils. Bonne soirée, mes amis. Mes amis, je dois vous dire quelque chose d'important qui s'est passé récemment et qui m'a profondément marqué. C'était il y a un mois, pendant une soirée qui restera gravée dans ma mémoire. Pierre et Sophie avaient organisé un dîner pour présenter officiellement leurs familles respectives. Les parents de Sophie, Monsieur et Madame Leclerc, un couple d'instituteurs retraités de Normandie, étaient venus spécialement pour l'occasion. Marina était là aussi avec Mathieu et son nouveau compagnon, Julien. Emma, la fille de Sophie, était radieuse de voir sa maman si heureuse. Ce qui m'a frappé ce soir-là, c'est de voir Pierre dans son rôle d'hôte. Il avait préparé un menu simple mais délicieux, pot-au-feu aux légumes d'hiver, fromage de la région, tarte aux pommes maison. Tout fait avec ses propres mains, avec l'argent qu'il avait gagné honnêtement. « Monsieur Robert », m'a dit Madame Leclerc pendant l'apéritif, « Sophie nous a beaucoup parlé de vous et de votre histoire avec Pierre. Je dois vous dire que j'admire votre courage. » Merci, Madame Leclerc. Vous savez, nous aussi, nous avons vécu quelque chose de similaire avec notre fils aîné, Pascal. Pendant des années, il a profité de nous, vivait chez nous sans contribuer. Nous n'avons jamais eu le courage de faire ce que vous avez fait. Et maintenant ? Maintenant, il a 52 ans et il vit toujours chez nous, a soupiré Monsieur Leclerc. Votre histoire nous donne à réfléchir. Il n'est peut-être pas trop tard. Pendant le dîner, j'ai observé Pierre avec attention. Il servait tout le monde, s'assurait que chacun se sentait à l'aise, racontait des anecdotes de son travail avec humour et modestie. À un moment, quand Mathieu a renversé son verre d'eau, Pierre s'est contenté de dire en souriant « Ce n'est rien, mon grand, ça arrive à tout le monde, et il a nettoyé sans faire d'histoire. » L'ancien Pierre aurait probablement grondé l'enfant ou m'aurait laissé nettoyer. « Papa, » m'a dit Mathieu après le dessert, « est-ce que tu peux raconter l'histoire de grand-père à Emma, celle où il t'a appris à devenir un homme responsable ?» Pierre a regardé vers moi, cherchant mon accord. J'ai acquiescé d'un signe de tête. « Eh bien, » a commencé Pierre, « il était une fois un homme de 45 ans qui se comportait comme un enfant gâté. » Et Pierre a raconté notre histoire. Pas pour se victimiser, pas pour me critiquer, mais pour expliquer aux enfants l'importance du respect, du travail, de la responsabilité. Il a parlé de ses erreurs avec une humilité que je ne lui connaissais pas. Et maintenant, a conclu Pierre, grâce à votre grand-père Robert, je suis devenu l'homme que vous voyez aujourd'hui. Un homme qui peut être fier de subvenir aux besoins de sa famille par son travail. Emma, qui avait écouté religieusement, a levé la main comme à l'école. « Monsieur Robert, est-ce que tous les papas ont besoin d'apprendre à être responsables ?»« Non, ma petite Emma, certains papas apprennent tout seuls. Mais parfois, les grands-pères doivent donner un petit coup de pouce. »« Comme un rappel à l'ordre ?» a demandé Mathieu. « Exactement, mon grand, comme un rappel à l'ordre. » Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai ressenti une paix profonde. Non seulement mon fils était devenu un homme remarquable, mais il transmettait déjà les bonnes valeurs à la nouvelle génération. Il y a 3 semaines, nous avons eu une petite frayeur. Sophie a eu des contractions prématurées et a dû être hospitalisée d'urgence à l'hôpital Saint-Antoine où elle travaille. Pierre m'a appelé, paniqué. « Papa, Sophie est aux urgences. Ils disent que le bébé veut peut-être arriver trop tôt. »« J'arrive, » j'ai dit sans hésitation. À l'hôpital, j'ai trouvé Pierre dans le couloir des urgences obstétricales, les mains tremblantes, le visage pâle. Il marchait de long en large comme un lion en cage. « Comment elle va ?» Les médecins disent qu'il faut attendre. Ils lui ont donné des médicaments pour arrêter les contractions. Elle n'est qu'à 32 semaines, c'est trop tôt. Je me suis assis à côté de lui sur les sièges en plastique de l'hôpital. « Pierre, calme-toi, Sophie est forte, et elle est entre de bonnes mains. »
Papa, j'ai tellement peur. Et si on perd le bébé? Et si Sophie? Pierre, regarde-moi. Il s'est tourné vers moi, les yeux brillants de larmes. Tu te souviens de ce que je t'ai appris il y a 3 ans? Qu'est-ce qui caractérise un homme responsable? Il fait face aux difficultés sans s'effondrer. Exactement. Alors maintenant, tu vas respirer profondément, tu vas arrêter de paniquer et tu vas être là pour Sophie. C'est ça, être un mari et un futur père. Pierre a pris une grande inspiration, s'est redressé, et j'ai vu l'homme qu'il était devenu reprendre le dessus sur ses peurs. 3 heures plus tard, le médecin est sorti avec de bonnes nouvelles. Les contractions s'étaient arrêtées, Sophie allait bien et le bébé aussi. Elle devrait rester quelques jours en observation, mais le danger était écarté. « Monsieur Dubois, » a dit le médecin à Pierre, « votre épouse nous a dit qu'elle était infirmière ici. Elle a gardé son calme tout le temps. Elle sait qu'elle est entre de bonnes mains. Elle n'est pas encore mon épouse, a corrigé Pierre, mais elle le sera bientôt. Ah? Félicitations alors. C'est là que j'ai appris la nouvelle. Pierre avait demandé Sophie en mariage la semaine précédente, et elle avait dit oui. Il voulait se marier avant la naissance du bébé. Une cérémonie simple à la mairie du 15e arrondissement. Papa, m'a dit Pierre pendant qu'on attendait de pouvoir voir Sophie, je voudrais que tu sois mon témoin. Pierre, tu es sûr? Tu n'as pas d'amis plus jeunes qui... Papa, tu es l'homme le plus important de ma vie. Sans toi, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Qui d'autre pourrait être mon témoin? J'ai accepté, évidemment. À 83 ans, être le témoin de mariage de son fils, c'est un honneur qui n'a pas de prix. Le mariage a eu lieu il y a 15 jours. Une cérémonie simple mais émouvante à la mairie, suivie d'un déjeuner dans un restaurant de quartier. Sophie, enceinte de 7 mois, était radieuse dans sa robe de maternité bleu marine. Pierre, en costume sombre, avait l'air du plus heureux des hommes. Quand le maire a demandé les alliances, c'est Mathieu et Emma qui les ont apportées. Voir ces 2 enfants, qui ne se connaissaient pas il y a 1 an, jouer ensemble le rôle de porteurs d'alliance, m'a ému aux larmes. Pierre Dubois, acceptez-vous de prendre pour épouse Sophie Leclerc ici présente? Oui, je le veux. Sophie Leclerc, acceptez-vous de prendre pour époux Pierre Dubois ici présent? Oui, je le veux. Quand ils se sont embrassés, toute l'assistance a applaudi. Joaquin, qui était venu malgré ses 85 ans et ses difficultés à se déplacer, pleurait comme un enfant. « Robert, m'a-t-il murmuré, tu peux être fier. Ton fils est devenu un homme remarquable. » Pendant le déjeuner, Pierre a pris la parole pour remercier tout le monde. « Je voudrais dire quelque chose, » a-t-il commencé, se levant avec son verre de champagne. Il y a 4 ans, j'étais un homme perdu, irresponsable, qui ne respectait rien ni personne. Aujourd'hui, je me marie avec la femme que j'aime, j'ai un travail dont je suis fier, un fils qui me respecte et bientôt une petite fille. Il s'est tourné vers moi. Tout ça, je le dois à un homme de 80 ans qui a eu le courage de me dire non quand il fallait. Papa, merci de m'avoir appris que l'amour, ce n'est pas tout accepter. C'est exiger le meilleur de ceux qu'on aime. Les applaudissements ont duré plusieurs minutes. Même le serveur du restaurant s'était arrêté pour écouter et applaudir. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi avec le sentiment du devoir accompli. Mon fils avait non seulement trouvé l'amour, mais il avait construit une vraie famille, basée sur des valeurs solides. Hier, Sophie a passé sa dernière échographie avant l'accouchement. Tout va parfaitement bien. La petite Marie naîtra dans 3 semaines environ. Pierre est déjà en train de préparer la chambre du bébé, il a pris des cours de puériculture, il lit des livres sur l'éducation des enfants. « Papa, m'a-t-il dit en me montrant les photos de l'échographie, regarde-la. Elle a déjà les traits de sa maman. Elle sera belle comme sa mère et intelligente comme son père, j'ai répondu. J'espère qu'elle aura ton caractère, papa, ta détermination, ta sagesse. Pierre, elle aura tout ce qu'il faut. Elle grandit dans une famille aimante avec des parents responsables. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant. Ce matin, en préparant mon café comme tous les matins depuis 80 ans, j'ai pensé à tout le chemin parcouru.
Il y a 4 ans, j'étais un homme désabusé, exploité par son propre fils, qui se sentait inutile et non respecté. Aujourd'hui, je suis un grand-père comblé, un père fier, un homme qui a su transmettre les bonnes valeurs à la génération suivante. Mon fils est devenu un époux aimant, un père responsable, un travailleur respecté. Et tout ça a commencé par ces mots terribles que j'ai entendus le soir de mes 80 ans. J'ai hâte que ce vieux crève. Parfois, mes amis, les pires moments de notre vie nous mènent vers les meilleures décisions. Cette phrase cruelle de Pierre a été le déclic dont j'avais besoin pour reprendre ma vie en main. Dans quelques semaines, quand la petite Marie naîtra, elle entrera dans un monde où l'amour et le respect vont de pair, où le travail et la dignité sont des valeurs fondamentales, où les grands-parents sont respectés et chéris. Elle ne connaîtra jamais l'ancien Pierre, celui qui profitait de son père et manquait de respect à sa famille. Elle ne connaîtra que l'homme qu'il est devenu, un père aimant, un mari attentionné, un fils reconnaissant. Mes amis de Les Conseils de Papy, si vous vivez des situations difficiles avec vos enfants adultes, souvenez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour changer les choses. L'amour véritable, c'est parfois savoir dire non. C'est parfois accepter de faire souffrir temporairement pour construire du bonheur durable. Pierre souffre-t-il aujourd'hui de la leçon que je lui ai donnée il y a 4 ans? Non, il me remercie. Parce qu'il a compris que j'ai agi par amour, pas par méchanceté. Alors n'ayez pas peur d'être ferme quand il le faut, n'ayez pas peur de poser des limites, n'ayez pas peur d'exiger le respect qui vous est dû. Vous n'êtes pas des parents parfaits, personne ne l'est. Mais vous êtes des parents qui aiment assez leurs enfants pour les aider à devenir de meilleures personnes. Et ça, mes amis, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ses enfants, les aider à devenir des adultes dont ils pourront être fiers. À bientôt pour de nouvelles histoires sur Les Conseils de Papy. Et n'oubliez jamais, dans une famille, on récolte toujours ce qu'on sème. Au revoir, mes amis. Il y a quelque chose d'autre que je dois vous raconter, mes amis, et qui s'est passé la semaine dernière. Cela concerne la naissance de ma petite fille Marie, et un moment qui restera gravé dans ma mémoire pour le reste de mes jours. Sophie a commencé le travail un mardi matin, 3 semaines exactement avant la date prévue. Pierre m'a appelé vers 6 heures du matin, la voix tremblante d'émotion. « Papa, c'est le moment. Sophie a perdu les os. On part à la maternité. » « J'arrive, » j'ai répondu, déjà en train de m'habiller. À l'hôpital Saint-Antoine, j'ai retrouvé Pierre dans le couloir de la maternité. Cette fois, il était différent de la dernière frayeur. Nerveux, oui, mais confiant. Maître de lui-même. Comment elle va? Très bien, les contractions sont régulières, le bébé est bien positionné, la sage-femme dit que tout se passe normalement. Et toi, comment tu te sens? Ému, papa. Très ému. Dans quelques heures, je vais tenir ma fille dans mes bras. Nous avons attendu ensemble pendant 12 heures. Joaquin nous a rejoints vers midi, soutenu par sa canne, mais déterminé à être là pour ce moment important. Marina est venue avec Mathieu après l'école. Les parents de Sophie ont fait le voyage depuis la Normandie. « Grand-père », m'a dit Mathieu en s'asseyant à côté de moi, « papa m'a dit que quand ma petite sœur sera née, tu lui raconteras les histoires de notre famille. » Bien sûr, mon grand. Elle connaîtra l'histoire de son papa, de son grand-père, de tous ceux qui l'ont précédé. Et tu lui apprendras à être respectueuse comme papa a appris. Elle apprendra surtout par l'exemple de ses parents, Mathieu. Mais oui, je serai là pour l'aider à grandir avec les bonnes valeurs. À 18h47 exactement, Pierre est sorti de la salle d'accouchement, les larmes aux yeux, tenant dans ses bras un petit paquet rose. « Voici Marie », a-t-il dit d'une voix étouffée par l'émotion. Quand il me l'a mise dans les bras, j'ai senti mes jambes trembler. Cette petite fille, si fragile, si parfaite, représentait l'avenir de notre famille. Elle était la preuve vivante que notre histoire avait bien fini, que les valeurs avaient été transmises. « Bonjour, ma petite Marie », j'ai murmuré. « Je suis ton arrière-grand-père Robert. » Elle a ouvert ses petits yeux bleus et m'a regardé.
comme si elle comprenait déjà l'importance de ce moment. « Papa, m'a dit Pierre, Sophie voudrait te voir. » Dans la chambre, Sophie, fatiguée mais radieuse, m'a souri. « Monsieur Robert, merci d'être là. Cette petite fille a de la chance d'avoir un arrière-grand-père comme vous. » « C'est moi qui ai de la chance, ma petite Sophie. Merci de rendre mon fils si heureux. Vous savez, a-t-elle dit en prenant ma main, Pierre m'a raconté qu'il avait fallu qu'il touche le fond pour remonter. Parfois je me dis que Marie ne connaîtra jamais les difficultés que nous avons connues. Est-ce que c'est une bonne chose? Sophie, cette petite fille grandira dans l'amour et la sécurité, mais elle apprendra aussi le respect et la responsabilité. Pierre et vous saurez lui transmettre les bonnes valeurs sans qu'elle ait besoin de souffrir pour les apprendre. Ce soir-là, quand je suis rentré chez moi, j'ai appelé tous les voisins de l'immeuble pour leur annoncer la bonne nouvelle. Madame Durand du 3e était particulièrement émue. « Monsieur Robert, votre petite fille a vraiment de la chance. Elle a des parents responsables et un arrière-grand-père sage. » « Merci, Madame Durand. Et comment va votre Frédéric ? » « Très bien. Grâce à vos conseils, il travaille toujours comme vigile. Il a même eu une promotion. Il est devenu chef d'équipe. Et surtout, il me traite avec respect maintenant. » Le lendemain, Pierre est venu me voir avec Marie pour me la présenter officiellement à la maison. « Papa, voici ta nouvelle petite fille. Marie, voici ton arrière-grand-père, l'homme le plus important de notre famille. » J'ai préparé un biberon sous les instructions de Pierre. Voir mon fils, si attentionné, si doux, avec ce petit être, m'a rempli d'une fierté immense. Tu sais, Pierre, quand tu es né, j'étais plus jeune, mais beaucoup moins sage. J'ai fait des erreurs en t'élevant. Quelles erreurs, papa? Je t'ai trop facilité les choses. J'ai cru qu'en t'évitant les difficultés, je te rendais service. En réalité, je t'ai empêché d'apprendre. Papa, tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais à l'époque. L'important, c'est que tu aies eu le courage de corriger le tir quand il était encore temps. Et toi, comment vas-tu élever Marie? Avec amour, mais aussi avec fermeté. Elle apprendra très tôt que tout se mérite, que rien n'est dû, que le respect est la base de toutes les relations humaines. Cette conversation m'a rassuré. Pierre avait vraiment compris les leçons de ces dernières années. Il y a une semaine, nous avons organisé le baptême civil de Marie à la mairie du 15e arrondissement. Pierre tenait à ce que ce soit une cérémonie officielle avec des parrains et marraines désignés. Papa, tu es son parrain principal. Joaquin sera le second parrain. Marina sera la marraine et ma sœur Isabelle la seconde marraine. Isabelle, la sœur de Pierre, vit à Lyon avec sa famille. Elle était venue spécialement pour l'occasion. Elle m'a pris à part pendant la réception. Papa Robert, je dois vous dire quelque chose. Pendant toutes ces années où Pierre vivait chez vous sans rien faire, j'ai voulu vous parler plusieurs fois. Je voyais qu'il profitait de vous, mais je n'osais pas intervenir. Pourquoi? Parce que j'avais peur que vous me disiez de me mêler de mes affaires. Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir eu votre courage. Isabelle, chacun fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. L'important, c'est que Pierre ait fini par comprendre. Oui, et maintenant regarde-le, il est devenu l'homme que nous espérions tous qu'il devienne. Pendant la cérémonie, quand l'officier d'état civil a demandé aux parrains et marraines de s'engager à veiller sur l'enfant, j'ai prononcé ces mots avec solennité. Je m'engage à transmettre à Marie les valeurs qui ont construit notre famille, le respect, la responsabilité, l'honnêteté et l'amour véritable. Je m'engage à être pour elle un guide et un exemple, comme j'ai essayé de l'être pour son père. Après la cérémonie, nous avons organisé un repas dans l'appartement de Pierre et Sophie. Tous les invités ont participé à la préparation. Marina a fait les entrées, les parents de Sophie ont apporté des spécialités normandes, Joaquin avait préparé son fameux gâteau aux pommes. « C'est ça, une vraie famille », m'a dit Joaquin en regardant tout ce monde s'activer avec joie. « Chacun apporte sa contribution, personne ne profite des autres. » Exactement, mon vieil ami. C'est ce que j'ai voulu enseigner à Pierre.
Pendant le repas, Mathieu a pris la parole. Je voudrais dire quelque chose à ma petite sœur Marie, même si elle ne comprend pas encore. Nous nous sommes tous tus pour l'écouter. Marie, tu as de la chance. Tu as un papa qui travaille dur pour nous, une maman qui prend soin de nous, et un arrière-grand-père qui nous apprend à être des gens bien. Moi, je vais t'apprendre à jouer au football et à faire du vélo. Et quand tu seras plus grande, grand-père Robert te racontera notre histoire. Tout le monde a applaudi. Ce garçon de 11 ans avait parfaitement compris l'importance des liens familiaux. Le soir, quand tous les invités sont partis, Pierre, Sophie et moi sommes restés seuls avec Marie et les enfants. « Papa, m'a dit Pierre, j'aimerais que tu me fasses une promesse. »« Laquelle ? » ?»« Si un jour je redeviens l'homme que j'étais il y a 4 ans, si je reprends de mauvaises habitudes, si je manque de respect à Sophie ou aux enfants, promets-moi de me le dire. » Pierre. Non, papa, c'est important. J'ai changé, mais je sais que les mauvaises habitudes peuvent revenir. Je veux que tu sois mon garde-fou, comme tu l'as toujours été. Je te le promets, mon fils. Mais je ne pense pas que ce sera nécessaire. Moi non plus, mais c'est rassurant de savoir que tu es là. Cette nuit-là, en regardant par ma fenêtre les lumières de Paris, j'ai pensé à tout le chemin parcouru depuis cette soirée du 22 mars, il y a 4 ans. De ces mots terribles, j'ai hâte que ce vieux crève, à cette magnifique famille recomposée qui venait de célébrer la naissance de Marie. Mes amis de les conseils de papy, en vous racontant cette histoire dans son intégralité, je veux que vous reteniez une chose essentielle. Il n'est jamais trop tard pour changer le cours d'une vie, d'une relation, d'une famille. Quand j'ai entendu Pierre souhaiter ma mort cette nuit-là, j'aurais pu me résigner, me dire que j'avais raté son éducation, que c'était trop tard pour changer quoi que ce soit. Au lieu de ça, j'ai choisi de me battre. Cette bataille n'a pas été facile. Il y a eu des moments de doute, de solitude, de tristesse. Mais aujourd'hui, quand je vois mon fils devenu un homme exemplaire, quand je tiens ma petite fille dans mes bras, quand je vois cette famille unie par l'amour et le respect mutuel, je sais que chaque larme versée, chaque nuit d'insomnie, chaque moment de fermeté en valait la peine. Pierre m'a récemment montré une lettre qu'il a écrite à Marie pour qu'elle la lise quand elle sera plus grande. Ma chère fille, quand tu liras cette lettre, tu auras grandi dans une famille où l'amour et le respect vont de pair. Tu auras eu des parents qui t'auront donné des limites, des responsabilités adaptées à ton âge et qui t'auront appris que tout se mérite dans la vie. Sache que ton papa n'a pas toujours été l'homme que tu connais. Il y a eu une époque où il était perdu, irresponsable, irrespectueux envers son propre père. C'est grâce à ton arrière-grand-père Robert que j'ai pu changer et devenir l'homme dont tu peux être fier. Cette histoire, nous te la raconterons quand tu seras assez grande pour comprendre. Non pas pour critiquer le passé, mais pour que tu comprennes l'importance des valeurs que nous voulons te transmettre. Ton arrière-grand-père t'aime déjà plus que tout. Écoute ses conseils, respecte sa sagesse et souviens-toi toujours que l'amour véritable, c'est parfois savoir dire non pour aider l'autre à grandir. Je t'aime, Papa Pierre. Aujourd'hui, à 84 ans, je peux dire que je suis un homme comblé. Non pas parce que ma vie a été facile, elle ne l'a pas été, mais parce qu'elle a eu du sens. J'ai pu transmettre les bonnes valeurs à mon fils, et il les transmettra à ses enfants. Marie grandira en sachant qu'elle descend d'une famille où le respect, la responsabilité et l'amour véritable ne sont pas des mots vides de sens, mais des principes de vie. Mathieu continuera à voir en son père un exemple à suivre, et il deviendra à son tour un homme dont ses enfants pourront être fiers. Sophie et Pierre construiront leur famille sur des bases solides, et leur amour durera parce qu'il est fondé sur le respect mutuel et les valeurs partagées. Et moi, quand mon heure viendra, je partirai en paix, sachant que j'ai accompli ma mission de père et de grand-père. Mes amis, si cette longue histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur vos propres relations familiales, alors elle aura servi à quelque chose. Souvenez-vous, l'amour sans respect n'est pas de l'amour, c'est de la complaisance. La générosité sans limite n'est pas de la générosité, c'est de l'irresponsabilité.
Et être parent, c'est parfois accepter d'être détesté temporairement pour être aimé durablement. N'ayez pas peur d'être ferme quand il le faut. N'ayez pas peur de dire non. N'ayez pas peur d'exiger le respect qui vous est dû. Vos enfants vous remercieront peut-être pas tout de suite, mais ils vous remercieront un jour, comme Pierre me remercie aujourd'hui. 2 années se sont écoulées depuis la naissance de Marie. Aujourd'hui, elle est une petite fille éveillée de 2 ans qui remplit notre famille de joie. Mathieu, maintenant âgé de 13 ans, est un grand frère exemplaire, toujours prêt à l'aider et à la protéger. Quand je regarde en arrière sur tout ce chemin parcouru, depuis cette nuit terrible où j'ai entendu Pierre souhaiter ma mort jusqu'à aujourd'hui où nous formons une vraie famille unie, je réalise une chose importante. Cette histoire que je vous ai racontée, je ne changerai pas une virgule, parce que chaque larme, chaque confrontation, chaque moment difficile nous a menés jusqu'ici, dans un endroit où nous sommes une vraie famille, pas seulement des personnes apparentées qui partagent un nom de famille. Et au bout du compte, cela vaut plus que n'importe quel appartement, n'importe quel héritage, n'importe quelle fortune. Cela vaut une vie entière.